magazine pluriel. Juliette Kamde. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 12h30 au sommaire. La lutte contre le cancer, le renforcement de la sécurité sur la côte, la réorganisation de la profession d'architecte et la révision du cadre juridique relatif aux associations ont été les points examinés hier en Conseil des ministres. Sécurité routière, les stationnements anarchiques et ouverture brusque de portières des voitures causent beaucoup d'accidents sur les routes. Comment y remédier? Des conseils à suivre. L'OMS a annoncé le Cap Vert exempt de paludisme, une réalisation importante dans le contexte mondial actuel. La biodiversité est en détresse. Des espèces sont en voie de disparition. Le Togo s'est doté d'une stratégie pour lutter contre la perte de la biodiversité. Ante Jonas Komi, chargé de gestion des aires protégées et de la biodiversité, nous en parle dans la rubrique Invité. Les autres rendez-vous du magazine pluriel, vous les connaissez, il est bien question des échos du palais, des sports et de la revue de presse. Réunion hier du Conseil des ministres au palais de la présidence de la République. L'exécutif a examiné 2 projets de loi et 2 projets de décret. Il s'agit de projets de loi relatifs aux associations au Togo et portant sur la profession d'architecte au Togo. Concernant les décrets, le Conseil a adopté les décrets portant création de l'unité togolaise de garde-côte et du Conseil national de lutte contre le cancer. Le communiqué ayant sanctionné les travaux avec le ministre secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 12 janvier 2024 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Ezozomna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné 2 projets de loi et 2 projets de décret. Au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi relatif aux associations au Togo. La Constitution du 14 octobre 1992 consacre la liberté d'association dans notre pays. Le cadre législatif national en la matière demeure cependant défini par des tests d'emprunt, et notamment la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui a été déclaré applicable au Togo par décret 46-432 du 13 mars 1946. Après plusieurs décennies d'application, cette loi révèle des difficultés, limites et insuffisances qui rendent nécessaire une refonte du cadre juridique relatif aux associations afin de l'adapter aux réalités actuelles. Le projet de loi vise à régir, d'une part, les associations nationales et d'autre part, les associations ayant leur siège à l'étranger. Le Conseil des ministres a examiné et adopté ensuite le projet de loi relatif à la profession d'architecte au Togo. La loi 90-02 du 4 janvier 1990, qui consacre l'exercice de la profession d'architecte dans notre pays, doit être revue pour intégrer les évolutions dans ce secteur. De plus, la mise en œuvre du projet P7 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui prévoit la construction de 20 000 logements à coût abordable, implique une importante contribution des architectes pour laquelle un cadre législatif adapté est indispensable. Dans cette optique, le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi qui définit les conditions d'une meilleure organisation des architectes exerçant au Togo pour réorganiser le cadre de la profession d'architecte, ses missions et ses conditions d'exercice. Le projet de loi introduit plusieurs innovations, notamment l'organisation de la prestation de serment, la composition du Conseil supérieur de l'ordre et les modalités du droit d'établissement des architectes de nationalité étrangère, conformément à la directive de l'UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union. Au titre des décrets,
Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret portant création d'une unité spéciale des gardes-côtes du Togo. L'émergence de nouveaux défis sécuritaires dans le secteur maritime impose une prise en charge spécifique qui distingue les missions de défense de celles de l'action civile de l'État en mer. La création de l'unité spéciale de garde-côtes répond au besoin de mettre en place une structure de surveillance permanente de l'espace maritime national. Cette unité a pour finalité de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer, d'améliorer ses performances en matière de coordination interadministration et de coopération. C'est dans cette optique que le décret met en place une unité togolaise de garde-côtes destinée à assurer une meilleure surveillance des eaux togolaises, à lutter contre les trafics opérés par les pirogues ou par d'autres vecteurs en dehors des zones surveillées et à prévenir la pollution en mer. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un décret portant création du Conseil national de lutte contre le cancer, CONALUCA. Véritable enjeu de santé publique. Le cancer est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité enregistrée dans les hôpitaux de notre sous-région après les maladies cardiovasculaires. Différentes initiatives gouvernementales sont prises dans le cadre de la lutte contre le cancer, notamment l'adoption d'un plan national de lutte contre le cancer, la création de l'Institut national du cancer, l'élaboration du plan national de lutte contre le cancer du col de l'utérus et la création d'un registre des cancers. Le Conseil national de lutte contre le cancer est créé pour renforcer la coordination de ces différentes interventions et améliorer la mobilisation des ressources nécessaires pour la lutte contre le cancer. Il permet la mise en place d'un cadre institutionnel national de coordination et de gestion de la lutte contre le cancer sous ses aspects essentiels de prévention et de prise en charge. Faite à Lomé le 12 janvier 2024, le Conseil des ministres. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a animé le traditionnel point de presse à l'issue des travaux du Conseil des ministres. Christian Trimois est revenu sur le projet de loi relatif aux associations au Togo. Le ministre a indiqué que la loi de 1901 qui régit les associations jusqu'aujourd'hui est vieille et ne répond plus aux nouvelles donnes. La loi dont on parle, qui était applicable au Togo, celle que nous appelons la loi de 1901, est une loi d'origine française qui a été adoptée en juillet 1901. Ça fait 123 ans cette année. Mais elle a été rendue applicable dans notre pays à partir de 1946, soit à peu près 78 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'au fond, une loi que nous n'avons pas écrite, qui n'a pas tenu compte de notre contexte, s'applique à nous depuis plus de 78 ans, alors qu'elle-même date de plus de 123 ans. Aujourd'hui, nous sommes en décalage total entre la pratique des associations au Togo et le contenu de cette loi. Il était donc important que nous puissions nous approprier nous-mêmes les règles qui régissent la vie associative au Togo. Et aujourd'hui, vous avez vu que le Togo a une vie associative dynamique. La société togolaise regorge aujourd'hui d'associations dans le domaine du développement, dans le domaine de l'éducation, dans divers domaines. Cette pratique aussi a été capitalisée avec ces évolutions. Nos différentes constitutions, en particulier celle de 92, a apporté également des éléments nouveaux. L'ensemble nécessite que nous puissions écrire un texte nouveau, qui soit actualisé, qui tienne compte de notre expérience et qui s'applique à nos vies quotidiennes dans lesquelles nous nous reconnaissons. Voilà l'objectif premier. Le deuxième objectif tient compte de ce que, aujourd'hui, de nouvelles technologies sont intervenues. En 1901, on n'avait pas encore le digital. Aujourd'hui, demander un récépissé, il faut bien qu'on puisse le rendre plus rapide. Pour le rendre plus rapide, il y a des moyens nouveaux comme la digitalisation, la demande en ligne qui doivent être intégrés par ces nouveaux textes, en tout cas par leurs tests d'application. Et le texte de 1901 ne tenait pas compte, par exemple, des associations qui avaient leur siège à l'étranger, ce qu'on appelle les associations internationales. Aujourd'hui, notre loi prend en compte ces associations internationales et permet d'établir le cadre de coopération avec le Togo, avec le gouvernement, mais également avec les autres associations. Et puis, il y a autour de nous de nouveaux dangers, le financement du terrorisme. Aujourd'hui, on doit également en tenir compte parce que malheureusement, contre leur gré parfois, certaines associations sont exploitées pour faire du financement du terrorisme. L'ensemble de ces éléments
demande aujourd'hui que nous puissions revoir cette loi et avoir une loi togolaise propre qui nous ressemble et qui s'applique à nous. Nous rappellerons toujours que les associations d'abord sont apolitiques. Apolitique veut dire la séparation des partis politiques. Et vous verrez que la loi qui est adoptée aujourd'hui ne s'applique pas aux partis politiques. Il y a une charte des partis politiques qui est une loi spéciale pour les partis politiques. Si vous voulez faire un parti politique, vous regardez les règles qui s'appliquent aux partis politiques. Si vous voulez faire une association dans un but social, culturel, humanitaire, de développement, alors vous regarderez vers la loi que nous avons adoptée en Conseil aujourd'hui et que nous espérons que l'Assemblée nationale adoptera également. Le projet de loi relatif à la profession d'architecte au Togo, le porte-parole en ce qui concerne dans ce projet de loi, le porte-parole du gouvernement évoque une meilleure organisation de la profession. La profession d'architecte est régie dans notre pays depuis 1990 par un texte, donc un peu plus de 30 ans maintenant, et qu'il fallait aujourd'hui réactualiser ces données, en particulier en tenant compte de deux éléments. Le premier élément, c'est renforcer l'ordre national des architectes du Togo. Le deuxième, c'est définir d'abord les missions même de l'architecte et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans le travail quotidien de l'architecte. Troisième apport, nous sommes aujourd'hui intégrés dans un espace, celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui prône une liberté de circulation et d'établissement d'un certain nombre de professions. Les avocats le connaissent aujourd'hui, les vétérinaires aussi en ont. Et pour les architectes, une directive UEMOA a été prise pour faciliter l'installation, la coopération entre des architectes de l'espace UEMOA et les architectes togolais. Et donc le nouveau texte prend en compte à la fois les architectes togolais, mais également la libre installation des architectes de l'espace UEMOA dans notre pays, en fixe les conditions et permet à ce que cette coopération puisse se faire dans le meilleur cadre nécessaire et au bénéfice de nos populations. Le ministre Christian Trimois a aussi expliqué aux professionnels des médias la nécessité de créer le Conseil national de lutte contre le cancer. Le cancer est un tueur silencieux qui vient en deuxième position après les maladies cardiovasculaires. À partir du moment où vous avez une maladie qui s'inscrit en numéro 2 dans les tueurs sanitaires dans notre pays et dans notre sous-région, il est évident qu'une politique publique concentrée doit pouvoir intervenir. Et c'est ce que le chef de l'État a voulu faire en créant ce Conseil national de lutte contre le cancer, qui va être une instance d'orientation, qui va coordonner l'ensemble des interventions et qui va permettre de mobiliser des moyens de sorte que nous puissions véritablement lutter contre le cancer tant en prévention qu'en prise en charge de ceux qui sont déjà malades de ces différentes maladies. Donc il faut une action coordonnée de toutes les institutions qui interviennent dans ce domaine-là. Fort heureusement, le président de la République avait déjà fait créer un Institut national de lutte contre le cancer qui existe, qui est à peu près sur l'image de l'Institut national d'hygiène, donc qui fait de la prise en charge. À côté de cela, nous avons déjà établi un registre des différents cancers, donc nous savons à peu près aujourd'hui quels sont les différents types de cancers que nous avons dans notre pays. Et puis, il y a des structures de prise en charge qui sont en train d'être mises en place. Certaines sont privées, d'autres seront publiques, et avec la possibilité de les étendre d'un point de vue régional et même préfectoral à l'intérieur de notre pays. Donc, vous voyez, c'est une grande machine qui se met en place et elle a besoin d'avoir une direction, une orientation, un encadrement et des moyens financiers et humains pour pouvoir les piloter. C'est pour ça que le Conseil est présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en personne, parce que c'est une question sanitaire qui est devenue nationale. Les maires à l'école de la gouvernance locale, ils étaient en France pour s'inspirer des pratiques de leurs homologues français. De retour au pays, la délégation de la fêtière des communes du Togo a partagé les connaissances reçues. De quoi a-t-il été exactement question? Hervé Ségbon. Cette rencontre de Lomé a rassemblé les 38 maires de la région maritime et Vinci du Grand Lomé. Elle a pour but de restituer l'ensemble des activités réalisées dans le cadre de la coopération décentralisée au Togo. Alexis Akerebourou, maire de la commune des Lacs 1, représentant Yawa Kuigan, présidente des fêtières des communes du Togo, FCT. La coopération décentralisée est un outil à la disposition des maires pour pouvoir accélérer le développement de leur commune. Les expériences que nous avions acquises concernent aussi bien les questions de l'assainissement, notamment la gestion des ordures, la collecte des ordures, la transformation des ordures, mais également la création d'espaces verts. Il y a le rôle des communes dans la gestion des écoles. Narcisse Degbe-Kokou, maire de la commune Yoto 3, trouve l'initiative louable. C'est un très bon atelier. Nous attendons en tout cas les expériences qu'ils ont acquises de leur côté pour partager avec nous afin de mettre
au service de nos populations. La France se dit prête à accompagner les communes togolaises dans tous les secteurs, rassure Lorraine Berdjevin, représentante de l'ambassade de l'Hexagone. Pour l'instant, on les laisse déjà prendre contact et trouver des potentialités communes. On est toujours à leur disposition. Tous les domaines, si je peux vous donner un exemple, récemment, une coopération s'est liée entre Arles et ZIO2, Arles qui est une ville du sud de la France, et Covier. Là, c'est autour de la riziculture. On n'est pas des techniciens, mais on les accompagne comme on peut pour les conseiller sur leurs projets et sur l'avancée de leurs projets. Après cet atelier de restitution des connaissances acquises lors du congrès des maires francophones l'année dernière, les communes vont connaître plus de développement. Sécurité routière, les accidents de la circulation sont légion sur nos routes. Parmi les causes de ces accidents, les stationnements anarchiques et l'ouverture brusque des portières. Nabara Nafara Noudar a fait le constat dans quelques rues de Lomé. Nous sommes au carrefour Toti à Lomé. Des motos, tricycles, voitures font des va-et-vient. Un taxi de couleur rouge avec des passagers à bord transportant des bagages vient de dépasser une moto. Juste à quelques 100 mètres, le conducteur trouve une cliente. Dans la précipitation, sans faire attention, en ouvrant la portière de sa voiture, le motocycliste qu'il venait de dépasser percute la portière. Un accident s'est ainsi produit. Conséquence, le motocycliste est fracturé au bras. Les phares de la moto sont cassés. La même scène s'est produite au carrefour Todman et au rond-point Ancienne Lonato dans le quartier administratif. Le conducteur de taxi s'exprime. J'ai vu une cliente qui m'a fait signe qu'elle allait à Arsigame. Je me suis arrêté pour la prendre. En sortant, je ne savais pas qu'elle avait une moto qui venait par derrière, donc elle est venue me rentrer dedans. En circulation, une distance de sécurité adéquate doit être de mise pour éviter les accidents. Nabara Nafara Noudar, ces comportements de stationnement irresponsables et d'ouverture de portières sans prudence sont et restent des dangers sur les routes si rien n'est fait pour changer la donne. Roger Pitou, moniteur d'une auto-école, conseille. Nos rues sont équipées. Il y a une réglementation du stationnement et ses arrêts. Raison pour laquelle sur nos rues, il y a les emplacements d'arrêt. Ce qui veut dire que, en tant qu'usager de la route, je ne dois pas m'arrêter n'importe où ou bien stationner n'importe où. Pour ouvrir nos portières, il est indispensable de regarder dans son rétroviseur avant de le faire. C'est pourquoi le véhicule est équipé de 3 rétroviseurs. Et il y a 2 obligatoires sur nos voitures. Le côté gauche et l'intérieur. L'intérieur d'abord, il faut que je regarde la distance qui nous sépare d'abord. Voir la rue de l'autre là, pour voir si je m'arrête brusquement, ça ne peut pas causer de problème. Le côté gauche avant d'ouvrir la portière, est-ce qu'il n'y a pas un dépassement? J'invite nos usagers à un respect strict de l'intervalle de sécurité pour pouvoir éviter ces cas d'accident. Assurer sa vie et celle des autres, c'est très important en circulation. À tous les passagers, le moniteur ne manque pas de donner d'autres conseils. Nous invitons aussi à avoir plus d'attention. Nos passagers qui sont là au bord de la route, qui arrêtent nos véhicules, nos conducteurs, les taximans, n'importe où. Il y a des endroits où le conducteur ne peut pas s'arrêter. Il y a les emplacements d'arrêt. Adopter de bonnes pratiques de stationnement sûr, être attentif à l'environnement avant d'ouvrir la portière de son véhicule, contribuer à prévenir énormément des incidents sur la voie publique. Alors, prudence et vigilance sur nos routes. 13 janvier 1963, 13 janvier 2024. Ce samedi marque le 61e anniversaire du décès de Sylvanus Olympio, premier président du Togo de 1961 à 1963. Avant cela, il a été aussi premier ministre du Togo à partir d'avril 1958, après les toutes premières élections législatives. Sylvanus Olympio a fait ses études primaires à la mission catholique allemande et à l'école coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais. Il quitte l'Afrique en 1920 pour poursuivre ses études à Londres, où il obtient la London Matriculation, l'équivalent du baccalauréat français, puis un diplôme en économie politique. En 1926, à Londres, à la London School of Economics, il suit ensuite des études supérieures en droit international à Dijon, en France, puis à Vienne, en Autriche. Paix à son âme. L'UFC organise une série de manifestations destinées à rendre hommage à l'ancien
président. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Faire du sport pour être en parfaite santé et promouvoir la cohésion sociale afin de bien célébrer Adossa Gadao 2024. Les populations de la préfecture de Tchaoudjo et d'autres préfectures ont sillonné certaines artères de la ville de Sokodé tôt ce samedi matin. C'est à travers l'activité sportive dénommée Footing pour l'Union, une initiative du club de sport Synergie Plus dont le fondateur est Adoui et Sawavana. Il est au micro de Gabriel Aïna. L'union, c'est une vertu qui est très chère au chef de l'État. Son excellence fort et chose de Nangassimé. Alors, il y a 6 clubs qui sont déplacés depuis Lomé, des clubs qui sont venus de la savane, du Grand Bassa pour venir étoffer la masse au niveau de la préfecture de Tchaoudjo. Entre-temps, les gens dormaient, les gens se demandaient si Adossa Gadao aurait lieu. Mais lorsque les chants et les danses, les chants et les tambours ont résonné dans les oreilles, toute la population de Sokodé s'est réveillée pour se préparer pour venir au stade. Ceci pour dire à toute la population de Tchaoudjo que c'est dans l'union que nous allons développer notre préfecture. L'actualité hors du Togo, le Cap-Vert a éradiqué le paludisme. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a récemment annoncé que le pays est désormais officiellement exempt de paludisme. Cette réussite place le Cap-Vert au rang de 3e pays de la région africaine à atteindre le statut d'élimination du paludisme, rejoignant Maurice et l'Algérie dans cette distinction honorifique. Cette avancée significative représente un espoir dans la lutte mondiale contre le paludisme et renforce la conviction que d'autres pays pourraient suivre cet exemple positif au cours des prochaines années. L'OMS souligne que l'Afrique supporte de manière disproportionnée la charge mondiale du paludisme. En 2022, la région comptait 94% des cas de paludisme et 95% de décès liés à cette maladie. Affaire Afrique du Sud, Israël devant la Cour internationale de justice, le ministre sud-africain de la Justice soutient que l'Afrique du Sud demeurait convaincue d'avoir présenté un dossier probant contre Israël. Ronald Lomala a affirmé qu'Israël n'avait pas réussi à justifier sa position lors d'une séance de la Cour internationale de justice où il est accusé de génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Israël a jugé hypocrite les accusations de l'Afrique du Sud, soutenant qu'une des plus grandes affaires jamais portées devant un tribunal international était le reflet d'un monde en tumulte. 2 membres de la marine américaine sont portés disparus au large des côtes somaliennes depuis jeudi soir. C'est un communiqué de l'armée américaine qui l'annonce. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours pour localiser les 2 marins. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne diffuserons pas d'autres informations jusqu'à ce que la mission de secours soit terminée, a précisé le commandant de l'armée américaine. Et puis un accident dans une mine de charbon dans le centre de la Chine a fait au moins 10 morts et 6 disparus. Le drame s'est produit hier dans une mine à plus de 700 km de Pékin. L'enquête préliminaire évoque un coup de gréseau. Rubrique invitée à présent, la menace de la disparition de certaines espèces constitue une perte pour la biodiversité. En vue de trouver des solutions durables à ce phénomène, le Togo s'est doté d'une stratégie et plan d'action national pour la biodiversité, des dispositions conformes à la mise en œuvre du nouveau cadre mondial de la biodiversité. Nous recevons Ante Jonas Komi, chargé de gestion des aires protégées et de la biodiversité. Point focal biodiversité pour nous en parler. L'entretien est conduit par Florent Abi. Monsieur Ante Jonas Komi, bonjour. Bonjour. Le Togo s'était déjà engagé dans les objectifs d'Aïchi. Pourquoi ces stratégies n'ont pas atteint l'objectif visé? Merci beaucoup Radio Lomé qui nous donne cette opportunité pour pouvoir expliquer ces questions liées à la problématique de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique fait partie des 3 conventions donc de Rio 1992, notamment la Convention relative à la lutte contre la désertification, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Convention cadre plutôt donc sur la lutte contre les changements climatiques. Et vous avez la 3e convention qui est la Convention sur la diversité biologique. Toutes ces 3 conventions donc, ont été discutées
en 92, donc à Rio. Et la Convention sur la diversité biologique a été la première qui est rentrée plutôt en vigueur, donc en 1993. Comment on fait pour réaliser ces objectifs, puisqu'il s'agit simplement des objectifs? Il faut maintenant créer des cadres stratégiques permettant de pouvoir mener des actions concrètes pour pouvoir aboutir aux cibles, aux résultats attendus en 2020. Au regard de ce qui a été fait, les leçons tirées, beaucoup d'acteurs n'avaient pas été vraiment bien sensibilisés ou d'autres n'avaient pas vraiment connaissance de l'existence même d'ailleurs donc de cette stratégie-là. Tous les objectifs n'ont pas été atteints. Quand nous prenons les objectifs sur la prise de conscience de la situation environnementale, de l'état donc de l'environnement et surtout de la biodiversité, à travers les sensibilisations, cette mesure vraiment a donc du coup, c'est pas quelque chose tout à fait tout noir, mais nous avons quand même quelques résultats qui sont quand même probants et qui permettent de montrer que le Togo a quand même contribué un tout petit peu donc à l'atteinte des objectifs d'Aichi. Au niveau du Togo, quelles sont les espèces en voie de disparition? En fait, au Togo aujourd'hui, le ministère est en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir revoir la monographie, c'est-à-dire l'état de conservation des espèces aujourd'hui. Nous avions une monographie qui date déjà de plus de 20 ans même d'ailleurs, puisqu'en 2020. Donc du coup, l'état actuel, cette monographie n'est pas le reflet exact donc de la situation actuelle donc de l'état de la biodiversité. Donc aujourd'hui, les efforts sont en cours vraiment pour pouvoir doter du Togo non seulement une législation spécifique donc sur les questions de la biodiversité, mais aussi de pouvoir faire des études conséquentes pour nous dire clairement quels sont les différents types d'espèces qui existent aujourd'hui, quelles sont celles qui sont menacées, etc. Mais celles que les gens connaissent beaucoup plus, nous pouvons parler par exemple de l'éléphant. L'éléphant qui est vraiment fait partie des mammifères et c'est des mammifères qui traversent vraiment des moments très difficiles. Aujourd'hui au Togo, dans les années 80, vraiment il y en avait. Les gens voyageaient, les gens allaient vers Oti, Kera, Mandouri et autres. Il y avait, en tout cas, le niveau de protection était quand même très élevé. Et pour pouvoir traverser même cette faune-là, il fallait réduire les vitesses, etc. Il y avait vraiment des mesures de contrôle. Et c'est pour ça que les gens pouvaient facilement voir les éléphants. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver. À l'époque, on comptait des milliers, mais aujourd'hui, c'est presque réduit à une soixantaine. Du coup, vous comprenez le niveau de dégradation. Voilà, vous avez au-delà donc de l'éléphant, on peut parler donc du pangolin par exemple, qui est vraiment menacé d'extinction. Aujourd'hui, on ne touche pas à ça. Mais vous allez voir dans beaucoup de contrées, c'est vrai, la sensibilisation doit toujours continuer. Toutes ces espèces ont leur intérêt, leur raison d'être dans la vie. Sans ces espèces, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de dérèglements. Un nouveau plan stratégique de Kunming-Montréal a été adopté. Quelles sont les nouvelles dispositions prises par le Togo pour répondre à ce nouveau cadre? Le nouveau cadre mondial est un cadre qui est extrêmement ambitieux, donc qui comprend 4 objectifs et 23 cibles. Donc, du coup, il fallait vraiment que les États soient fortement engagés pour s'assurer que ça ne va pas être un cadre de plus. Il faut vraiment que pour cette décennie, que le monde puisse pouvoir réussir à stabiliser un peu l'effritement de la biodiversité. Et c'est ce qui a donné lieu à beaucoup d'actions. Et le Togo n'a pas attendu donc l'adoption de ces cadres. Le gouvernement togolais avait déjà pris beaucoup de mesures pour pouvoir donc faire face à la question donc de l'effritement de la biodiversité. Et au rang donc de ces actions, sous l'impulsion donc du chef de l'État, le gouvernement a adopté la feuille de route gouvernementale, le Togo 2025. Et dans cette feuille de route, le gouvernement a accordé une part belle à la biodiversité. Eu égard donc à ces efforts-là, le Togo a été invité donc par certains pays au niveau international à rejoindre une coalition que nous appelons la coalition pour la haute ambition, donc pour les peuples, pour la nature et les peuples. La coalition de haute ambition pour la nature et les peuples, c'est une coalition qui a œuvré sérieusement, qui a fortement travaillé pour sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des autres pays pour que vraiment ce cadre-là soit adopté. Donc beaucoup de mesures ont été entreprises dans la mise en œuvre donc, de cette feuille de route, notamment à l'extension du couvert forestier à 25% d'ici à 2025. La politique forestière a été adoptée dans cette perspective-là et dit que d'ici à 2030,
on devrait aller à 26% de l'extension du couvert forestier. Vous avez aussi, à part le P35, nous avons la réforme législative environnementale. Cette réforme vise vraiment à renforcer le cadre juridique de protection de l'environnement, et notamment donc toutes les questions liées à la biodiversité. C'est au titre donc de cette réforme-là que vous avez un projet de loi sur la biodiversité qui va être transmis bientôt au gouvernement. Et 2 autres projets ont été déjà adoptés par le gouvernement au cours de l'année 2023. Le projet de loi sur les aires protégées, le projet de loi sur les changements climatiques. Donc toutes ces mesures-là vont contribuer à la mise en œuvre donc, du nouveau cadre mondial qui est donc adopté. De façon concrète, pour ce qui concerne le cadre lui-même, il faut dire que le cadre demande un certain nombre d'étapes. Vous avez la première étape, c'est de pouvoir réviser notre SPAM-B, c'est-à-dire notre stratégie et plan d'action qui était aligné sur les objectifs d'Aichi. Donc il faut réviser cette stratégie-là. Alors donc le ministère est engagé dans cette perspective-là. Et septembre passé, avec le ministre donc, de l'Environnement et des Ressources forestières, et le ministre a fait signer donc un arrêté, l'arrêté numéro 061/MERF/SIG/DRF, donc du 29 septembre 2023. Par cet arrêté, le ministre a mis en place un cadre de pilotage, parce que la question de l'environnement, ce n'est pas l'apanage donc du ministère de l'Environnement seul. Donc, du coup, il fallait mettre en place un cadre donc, de pilotage. Ce cadre de pilotage comprend tous les ministères. Donc, vous avez les représentants de tous les ministères. Nous avons déjà la logique du gouvernement qui est déjà très appréciée au niveau international. Donc, le nouveau plan stratégique va s'aligner donc sur cette politique qui a été déjà déclinée par donc, le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé. Ça va permettre à ce que nous puissions avoir un cadre qui ne donne plus autre objectif que ce qui a été déjà défini par le gouvernement. Puisque à part la réforme législative et les actions menées par rapport à l'extension du couvert forestier, vous avez 1 milliard d'arbres qui est en cours donc, de mise en œuvre par rapport à la volonté du gouvernement. Donc du coup, toutes ces mesures-là ne seront que capitalisées dans la définition des nouvelles cibles. Y a-t-il un comité de suivi au niveau national? Effectivement, vous avez un cadre de suivi qui est d'abord mondial et vous avez aussi des cadres de suivi qui vont être établis au niveau national. Au niveau mondial, la conférence n'a pas simplement adopté le cadre. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour un suivi régulier des avancées de la réalisation de ces cibles-là par les États. Ce mécanisme part d'abord des indicateurs qui vont permettre aux États de pouvoir maintenant définir leurs propres indicateurs. Alors donc vous partez d'abord du niveau international où pour chaque cible vous avez les indicateurs qui sont définis. Ces indicateurs sont renseignés au fur et à mesure. Et donc au niveau global il y a des rencontres qui auront lieu et puis il y a des différentes instances qui vont donc apprécier au fur et à mesure et voir quelles mesures d'ajustement éventuellement il faut prendre pour pouvoir permettre à ce que d'ici à 2030 on puisse pouvoir y arriver. Alors, au niveau national, ça serait la même chose, puisque la stratégie est en cours de révision. Dans le processus donc, de cette révision, il y a une composante spécifique sur le cadre de suivi. Donc, ce cadre de suivi-là va permettre de pouvoir mettre en place un mécanisme spécifique, un mécanisme particulier pour suivre au fur et à mesure l'atteinte des différentes cibles qui vont être définies et qui sont alignées au cadre mondial. Avez-vous un accompagnement dans la réalisation de ces objectifs? Effectivement, comme vous le savez, aucune action ne peut être menée vraiment s'il n'y a pas des appuis aussi bien sur le plan technique que financier. Alors nous avons vraiment pour cette fois une volonté ferme donc des Nations Unies, notamment au travers de son programme le PNUE que vous connaissez bien. Donc ce programme, depuis l'adoption du cadre, toutes les instances ou tous les programmes sont attelés là-dessus et ont inclus donc dans leur processus ce type d'appui et de financement. Le premier appui à la fois financier et technique porte sur l'alignement donc des stratégies et plans d'action nationaux donc aux cibles. Il faut accompagner les États à pouvoir réviser très rapidement leur SPAM-B, qui est la stratégie, par rapport au nouveau cadre. Puis donc, au début de cette semaine, il y a eu un lancement donc du processus. C'est toujours donc avec l'appui donc du PNUE, donc qui accompagne le Togo donc dans la révision donc de son SPAM-B.
les objectifs d'Aïchi n'étaient pas accompagnés d'un programme de financement. Ça a fait que ça n'a pas pu aboutir. C'est dans le cadre du FEM que les pays en voie de développement vont avoir donc des appuis et des accompagnements aussi bien techniques que financiers pour pouvoir donc mettre en œuvre donc le cadre. Nous avions lutté pour avoir un fonds permanent pour la biodiversité, mais ce fonds, ça va être discuté dans les années à venir. Monsieur Ante Jonas Komi, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous accordez au ministère de l'Environnement à s'exprimer et à permettre à la population d'être avisée sur ces questions de biodiversité. Écho du palais à présent, Ibrahim et Mamadou sont condamnés respectivement à 15 et 30 ans de réclusion criminelle. Ils ont commis un meurtre et volé des bœufs. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Il ressort des faits que Ibrahim, de nationalité burkinabé, et Mamadou, un boucher de nationalité togolaise, tous deux repris de justice, ont été guidés par l'envie de voler des bœufs. C'est ainsi qu'ils élaborent un plan et ciblent la préfecture de Dangpeng où ils se sont rendus pour leur action. Ils ont réussi à soustraire frauduleusement 22 têtes de bœufs au sieur Ousmane, propriétaire des 10 bœufs, après avoir maîtrisé le bouvier qui n'est autre que le fils de Ousmane qui avait conduit les bêtes au pâturage. Resté sans nouvelles de son fils durant toute la nuit, Ousmane alerte ses amis qui entreprennent des recherches au cours desquelles certains bœufs en divagation ont été retrouvés vers Kanté et conduits chez le chef canton. La poursuite des recherches a permis également de découvrir et reconnaître un autre bœuf dans un parc de vente de bétail dans la banlieue nord de Lomé. Le recoupement des faits a permis d'interpeller Gbegberekou, à qui les deux voleurs ont vendu quelques bœufs et qui finit par dénoncer Ibrahim et Mamadou qui sont interpellés. Quant au petit bouvier, son corps ne sera retrouvé que quelque temps après, flottant sur les eaux d'une rivière dans la localité de Dangpeng. À la barre, les accusés comparus ont varié dans leurs déclarations avec des versions contradictoires tout au long de l'interrogatoire. Devant cette situation, leur avocat a notifié à la Cour sa décision de se déconstituer pour se constituer pour Ibrahim, seul accusé resté constant dans sa version des faits. Justifiant sa décision, le Conseil a expliqué à la Cour qu'il ne pouvait pas défendre deux accusés qui sont dans une logique de contradiction. La Cour prend acte et suspend l'audience pour concertation. L'audience a repris avec à la défense deux avocats, le second ayant été commis sur place pour défendre l'accusé Mamadou. L'interrogatoire des accusés et l'audition des autres parties prenantes au procès, à savoir les témoins et la partie civile, reprennent. Ensuite viennent les réquisitions et plaidoiries à l'issue desquelles l'arrêt de condamnation a été rendu. Selon cet arrêt, les deux accusés sont reconnus coupables des faits de crime d'homicide volontaire et de vol qualifié. Ainsi, la cour d'assises de Kara a condamné Ibrahim à 15 ans de réclusion criminelle et Mamadou à 30 ans. Les condamnés doivent payer la somme de 52 millions de francs CFA à la partie civile pour préjudice subi. Aucune peine n'a été prononcée contre les receleurs Gbegberekou et Oumourou. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi, l'espoir du football, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 débute ce soir. Les 24 nations qualifiées sont prêtes pour le démarrage de cette 34e édition de la CAN. Au plan national, 2 rencontres en avancée ce samedi donnent le temps de la 10e journée de la D1 Lonato, l'espoir avec Solim Lemon. Kara et Lomé accueillent les 2 premières rencontres de la 10e journée de la D1 Lonato. Doumbé de Mango offre son hospitalité à AS Boulé-Soudaného au municipal de Kara, puis au stade municipal de Lomé. Entente de Lomé aura pour adversaire AC Barracuda de Lomé. Cette 10e journée prendra fin ce dimanche. Toujours au municipal de Kara, AS Bina accueille Kakadel de Doufelgou. FC Espoir de Zio attend de pied ferme à domicile Bikinti de Bassar. Le choc de cette 10e journée reste sans doute la rencontre Gomido-Asco de Kara. La rencontre qui se déroule à Kpalimé aura un air de reconquête pour Gomido et Zobibi pour le fauteuil de leader ou un air de confirmation pour les condonnats de la COSA, actuel leader. En tout cas, il y aura match au grand stade de Kpalimé pour la première place de la D1 Lonato.
Au stade Omnisport de Lomé, AS OTR de Lomé y reçoit ASCK de Kara, puis au terrain de la JCA, Dito de Lomé, Lanterne Rouge tentera de recoller au classement face à Semassi de Sekodé, mal en point au classement. Un match ne sera pas disputé lors de cette 10e journée. Unisport Tambo n'aura pas lieu. Le match est reporté à une date ultérieure pour cause d'indisponibilité du stade de Sokodé. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce soir à 20h. Match inaugural, Éléphant de Côte d'Ivoire contre l'Icaon de la Guinée-Bissau. Le stade olympique Alassane Ouattara, d'une capacité de plus de 60 000 places, va abriter ce premier match de la CAN et du groupe A. En conférence de presse d'avant-match, Jean-Louis Gasset, sélectionneur des éléphants, a annoncé les forfaits de l'attaquant Sébastien Haller et de Simon Adengra. Autre forfait de taille, la sélection camerounaise annonce le forfait de l'attaquant Vincent Aboubakar qui s'est gravement blessé à l'entraînement vendredi. Le Nigeria aussi enregistre le forfait de l'attaquant Oumar Sadik à la veille du démarrage de la CAN. Oumar Sadik, blessé au genou, sera remplacé par Paul Onouachou, évoluant à Trabzonspor en Turquie. Merci à vous, Salim Lemou. Principaux sujets à la une des journaux, la disparition de Monseigneur Podjoro, l'assurance maladie universelle et la libération du fils de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Libération de Salem Bazoum, le coup de maître de Fort Gnassingbé, s'exclame le dialogue. Ce coup de maître du chef de l'État est relayé par toutes les parutions au point où la lanterne se demande si la médiation est un don pour la famille Gnassingbé. Obtention de la libération provisoire du fils de Bazoum, mise à disposition du port de Lomé pour faciliter les importations du Niger, maintien du dialogue entre les pays de l'AES et le soutien de l'AES dans la lutte contre le terrorisme, voilà les actions menées par le numéro 1 togolais dans la médiation nigérienne que cite le Messager. Paix et stabilité dans la sous-région, c'est le combat de Fort Gnassingbé, relève le journal qui rappelle au passage la libération l'année dernière des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Pour l'hebdomadaire, le Togo et son président sont de nos jours incontournables lorsqu'il s'agit de parler de la paix et de la stabilité. Avec cette action du chef de l'État pour la libération du fils, le libéral reste optimiste de la libération très prochaine du père, toujours détenu par les nouvelles autorités du Niger. Le dialogue revient en estimant que cette libération du fils de Bazoum reste un signal fort pour la résolution de la crise quand on sait que depuis le coup d'état de l'armée, Mohamed Bazoum, son fils et sa femme sont maintenus dans la résidence privée sans aucun mouvement en dépit des sommations de la CEDEAO. Le bien-être de ces populations constitue aussi une priorité pour le président de la République. Il a instauré l'assurance maladie universelle. Le Mania libéré rassure que le projet est devenu une réalité depuis le 1er janvier dernier. L'apparition relève par contre les défis auxquels l'initiative est confrontée. Elle cite entre autres la pénurie de personnel médical qualifié et d'infrastructures sanitaires, bien que ces dernières années, le gouvernement se soit lancé dans un vaste programme de réhabilitation, d'équipement et de construction d'hôpitaux dans les 5 régions du pays. Nécrologie pour finir, et elle concerne la mort de l'archevêque émérite Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro. Une triste fin, déplore Ouara les vainqueurs. Abondant dans le même sens, le libéral relate dans ses colonnes le départ en exil de l'archevêque alors que rien ne l'y obligeait. Il poursuit en regrettant les multiples tentatives vaines de la communauté catholique pour son retour au pays. Monseigneur Podjoro a tiré sa révérence. Que deviendra le nom d'MK dynamique Monseigneur Podjoro? C'est la question que se pose la lanterne. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, à vous qui l'avez suivi. Merci. Était à la manette technique Joël Eclou et à la réalisation
Solim Lemou. Le rappel des titres avant de nous séparer. La lutte contre le cancer, le renforcement de la sécurité sur la côte, la réorganisation de la profession d'architecte et la révision du cadre juridique relatif aux associations ont été les points examinés hier en Conseil des ministres. Sécurité routière, les stationnements anarchiques et ouverture brusque de portières des voitures causent beaucoup d'accidents sur nos routes. Attention, prudence et vigilance pour éviter ces comportements irresponsables. L'OMS a annoncé le Cap Vert exempt de paludisme, une réalisation importante dans le contexte mondial actuel. Rubrique invitée, Ante Jonas Komi, chargé de gestion des aires protégées et de la biodiversité, nous a parlé de la stratégie de lutte contre la perte de la biodiversité au Togo. Les autres rubriques de ce journal magazine, les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire de Léontine Atodima.